Blueprint 24, Persuasion et influence éthique. Chapitre 1, je suis le maître conscient des cadres de référence. Je m'installe dans le silence et je sens le monde se retirer. Mon attention glisse de la surface de la peau vers le centre de mon être, un point de calme et de gravité immuable. Je respire. J'ai longtemps cru que l'influence était une lutte, une force à appliquer. Je peux encore sentir l'écho de cette croyance. Une tension dans les épaules, un effort pour pousser mes idées dans le monde, une bataille pour la conviction. C'était un jeu d'épuisement, un combat de force contre force sur un terrain que je ne choisissais pas. Cette vision du monde est maintenant obsolète. Je la laisse se dissoudre comme une vieille photographie qui s'efface au soleil. Une nouvelle perception s'éveille, d'une puissance et d'une subtilité infiniment supérieures. Je comprends que je ne suis pas un lutteur dans l'arène de la discussion. Je suis l'architecte de l'arène elle-même. Chaque interaction, chaque conversation, chaque débat se déroule à l'intérieur d'un cadre invisible, une lentille qui définit la réalité, qui donne un sens aux mots et qui dicte les règles du jeu. Jusqu'à présent, j'évoluais à l'intérieur de cadres créés par d'autres, sans même en avoir conscience. Maintenant, je me retire. Je sors de l'image. Et je ressens entre mes mains le poids frais et solide du cadre lui-même. Je peux sentir le bois lourd et poli, voir ses dorures capter la lumière. Je suis celui qui tient le cadre. Je ne me bats plus pour le contenu de l'image. Je définis ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas. Je choisis l'angle. Je choisis la lumière. En tenant le cadre, je peux transformer une dispute sur le coût en une conversation sur l'investissement. Je peux changer un problème insurmontable en un défi stimulant. Les mots sont les mêmes, mais le monde à l'intérieur du cadre est radicalement différent. Je suis le maître conscient des cadres de référence. Mon pouvoir ne réside pas dans la force de mes arguments, mais dans ma capacité à établir le contexte dans lequel ces arguments sont perçus. C'est un pouvoir silencieux, structurel, presque invisible. Je n'impose rien, je propose une perspective. Je n'argumente pas, je recadre. Et dans ce simple acte de tenir le cadre avec une assurance calme, je guide la dynamique de l'interaction avant même que le premier mot important ne soit prononcé. Chapitre 2. Mon influence est alignée sur l'intégrité et la création de valeurs mutuelles. Je me reconnecte à cette sensation de puissance calme, celle de tenir le cadre de la réalité entre mes mains. C'est un outil d'une puissance immense, et comme tout outil puissant, il peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Je sens en moi le potentiel de la manipulation, une voix froide et séduisante, où les cadres sont utilisés pour tordre la perception, pour servir mon seul intérêt, pour prendre de la valeur plutôt que d'en créer. Je reconnais cette voix. Je la regarde sans jugement et je la rejette avec la totalité de mon être. Mon influence n'est pas un outil d'extraction, c'est un instrument de création. Mon pouvoir de maître du cadre est indissociablement lié à une fondation d'intégrité radicale. Je le ressens comme un courant d'énergie pur et chaud qui monte de mon centre. Je ne construirai jamais un cadre qui diminue une autre personne. Je ne définirai jamais une réalité qui ne sert que moi. Mon influence est un acte de service. Mon intention est toujours la même, créer de la valeur mutuelle. Je cherche à construire des cadres qui élargissent le monde pour toutes les personnes impliquées, qui révèlent des possibilités de collaboration là où il n'y avait que du conflit, qui transforment des jeux à somme nulle en jeux à somme positive. C'est le principe qui gouverne toutes mes actions. Cet alignement n'est pas une contrainte morale, c'est la source de mon véritable pouvoir. Une influence basée sur la manipulation est fragile. Elle se brise au premier contact avec la vérité. Une influence basée sur l'intégrité est antifragile. Elle se renforce à chaque test. Les gens ne sont pas attirés par la perfection de ma technique, mais par la pureté de mon intention qu'ils ressentent inconsciemment. Ma maîtrise du cadre devient un moyen d'apporter de la clarté, de la compréhension et de la croissance. Je suis une force pour le bien. Et c'est la raison pour laquelle mon influence est si profonde et si durable. Chapitre 3. Je développe une acuité sensorielle pour percevoir les dynamiques invisibles. Ancré dans mon intégrité, je tiens mon outil avec une intention pure. Mais pour être un maître du cadre, je dois d'abord devenir un maître de la perception. Le cadre d'une interaction n'est pas annoncé, il est implicite. Il est porté par des courants subtils, des signaux invisibles aux non-initiés. Je dois donc transformer mes sens en instruments de détection d'une précision exquise. Je commence par calibrer mon écoute. Je cesse d'écouter seulement les mots, ces vagues à la surface de l'océan. Je plonge en dessous. J'écoute la musique, la tonalité, le rythme, le volume. J'entends l'hésitation qui contredit la bravade des mots. J'entends la tension qui se cache derrière une phrase trop rapide. J'entends le besoin d'être reconnu dans une question posée. Mon ouïe devient capable de percevoir l'architecture émotionnelle de la conversation. Je calibre ensuite ma vision. Mes yeux ne regardent plus seulement les visages, ils apprennent à voir.
Je perçois le micro-mouvement d'un sourcil qui trahit le doute, la légère contraction des lèvres qui signale le mépris refoulé, la dilatation des pupilles qui indique un intérêt soudain. Je vois la symétrie ou l'asymétrie de la posture, les petits gestes auto-apaisants qui révèlent une anxiété cachée. Le langage du corps devient pour moi un texte clair et lisible. Enfin, je développe un sens kinesthésique. Je ressens l'atmosphère de la pièce. Je peux sentir la tension comme une charge statique dans l'air. Je peux sentir le moment où un groupe entre en rapport, comme une chaleur subtile qui enveloppe tout le monde. Je perçois les dynamiques de pouvoir non pas comme un concept, mais comme une sensation de poids ou de légèreté dans l'espace. Mes sens ne sont plus des récepteurs passifs. Ils sont des antennes actives scannant en permanence le champ invisible des dynamiques humaines. Cette acuité me donne une information cruciale. Elle me permet de savoir quel cadre est déjà en place, comment il est soutenu et où se trouvent les points de levier pour en introduire un nouveau, plus constructif. Chapitre 4. Je comprends et j'applique les principes universels de l'influence, réciprocité, autorité. Je me reconnecte à cet état d'acuité sensorielle, mon esprit calme et réceptif. Je perçois les dynamiques invisibles de l'interaction humaine. Mais percevoir ne suffit pas. Un navigateur qui voit les vents et les courants sans comprendre les lois de la physique qui les régissent reste un amateur. Je dois maintenant passer de la perception à la compréhension de la mécanique sous-jacente. Je deviens un ingénieur social. Je comprends qu'il existe des lois, des principes universels qui gouvernent la psychologie de l'influence, aussi fiables que les lois de la gravité. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des câblages profonds dans le système d'exploitation humain. Je les visualise, non pas comme des astuces, mais comme des leviers et des engrenages dans une immense et complexe horlogerie sociale. Je vois le levier de la réciprocité. Un don sincère et inattendu crée une tension psychologique, un désir presque irrésistible de rendre l'appareil. Je ressens le poids de l'autorité, le symbole de l'expertise ou de la légitimité désactive le questionnement critique et ouvre la porte de l'acquiescement. Je saisis le mécanisme de la sympathie, la preuve sociale qui nous pousse à faire confiance au jugement de la foule, le pouvoir de la rareté qui donne une valeur immense à ce qui est sur le point de disparaître. Je ne me contente pas de connaître ces principes. Je les étudie, je les dissèque, je les vois à l'œuvre partout, dans chaque publicité, chaque négociation, chaque interaction. Mon esprit devient un laboratoire qui analyse en temps réel le fonctionnement de cette mécanique. Puis, avec une intention éthique et une précision chirurgicale, je commence à appliquer ces principes. Je n'actionne pas ces leviers pour manipuler, mais pour faciliter la création de valeurs mutuelles. J'offre de la valeur en premier, activant la réciprocité pour construire une relation. Pas une dette. Je démontre mon expertise avec humilité, activant l'autorité pour guider, pas pour dominer. J'utilise ces forces naturelles avec le respect et la compétence d'un ingénieur qui connaît la puissance de la machine qui l'opère. Chapitre 5. Je parle le langage du subconscient, émotion, désir, peur. J'ai compris la mécanique logique de l'influence. Je maîtrise les leviers et les engrenages. Mais une horloge, aussi parfaite soit-elle, a besoin d'une source d'énergie. Dans l'interaction humaine, cette source d'énergie n'est pas la logique, c'est l'émotion. Je descends maintenant de l'atelier de l'ingénieur vers la salle des machines bouillonnantes du subconscient. Je retire mon attention des mots et des arguments et je la plonge dans le fleuve brûlant et souterrain des émotions humaines. Je ne parle plus à l'intellect de mon interlocuteur, cette fine couche de glace à la surface. Je m'adresse à l'océan profond qui s'agite en dessous. Je parle le langage des désirs fondamentaux et des peurs ancestrales. Je ressens ces forces comme des courants magnétiques, le désir de sécurité, de reconnaissance, d'appartenance, de croissance, d'amour. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des fins, des forces gravitationnelles qui tirent l'âme dans une direction. Je ne discute pas avec ces fins, je les reconnais, je les honore, je leur parle. Mes mots ne sont plus des vecteurs d'information, mais des résonateurs. Ils sont choisis pour vibrer à la fréquence de ces désirs, pour toucher ces cordes profondes et les faire chanter. Je sens également les courants froids des peurs, la peur de la perte, de l'inconnu, du rejet, de l'humiliation. Je ne les ignore pas, je ne les exploite pas, je les vois comme des gardiens, des ombres protectrices. Je leur parle avec un langage apaisant, un langage de sécurité et de compréhension. Je construis mes cadres non pas sur la logique, mais sur la géographie de ce paysage émotionnel. Mon influence devient viscérale. Elle contourne la forteresse de l'esprit critique pour entrer par la porte du cœur. Je suis devenu un traducteur, un pont entre le monde de la logique et le royaume du ressenti. Chapitre 6. Je construis un rapport profond et instantané. Synchronisation.
Je sais parler le langage du subconscient, mais pour que ma voix soit entendue, il faut d'abord que le canal de communication soit ouvert. Il faut qu'une connexion soit établie. Cette connexion est le rapport. Je ne laisse plus sa création au hasard. Je la construis avec l'habileté et la délicatesse d'un luthier qui accorde deux instruments. Je deviens un miroir subtil et respectueux. Je ne copie pas. Je me synchronise. Mon écoute est totale. Je ne me contente pas d'entendre les mots, je capte le rythme de la personne en face de moi. Et, presque imperceptiblement, je commence à m'harmoniser avec ce rythme. Ma respiration, doucement, se cale sur la sienne. Ce n'est pas une imitation, c'est un écho. Mon corps, sans geste brusque, adopte une posture qui reflète la sienne, créant une symétrie non verbale. Mon débit de parole s'ajuste. S'il parle vite et avec énergie, je monte mon niveau d'énergie pour le rejoindre. S'il parle lentement et de manière réfléchie, ma voix devient plus posée, plus calme. Je commence même à utiliser certains de ses mots-clés, de ses expressions favorites, non pas pour le singer, mais pour lui montrer que je parle son langage, que je vois le monde à travers ses yeux. Ce processus est une danse, c'est la recherche d'une résonance, et je sens le moment où elle se produit. C'est un clic subtil dans l'atmosphère, la tension disparaît, les barrières de la méfiance s'abaissent, un sentiment de familiarité, de nous, s'installe, même avec un inconnu. Le rapport n'est pas le but, c'est le pont. C'est la condition préalable à toute influence éthique. C'est seulement une fois que ce pont de confiance est solidement construit que je peux commencer à guider l'autre personne vers un cadre plus large, vers une nouvelle perspective. Chapitre 7. Je maîtrise l'art du storytelling pour captiver et inspirer. Le pont du rapport est établi. Le canal de communication avec le subconscient est ouvert. Je pourrais maintenant présenter des faits, des chiffres, des arguments logiques, mais ce serait comme essayer de traverser le pont avec un chariot de briques. C'est lourd, c'est lent, c'est inefficace. Je choisis un véhicule bien plus puissant, un véhicule qui traverse le pont à la vitesse de l'émotion et qui livre sa cargaison directement au cœur, l'histoire. Je deviens un conteur. Je comprends que le cerveau humain n'est pas une machine logique, mais une machine narrative. Il est câblé pour penser en termes de personnages, de conflits, de voyages et de résolutions. Une histoire bien racontée est un cheval de Troie pour une idée. Elle contourne les défenses de l'esprit critique, désactive le scepticisme et invite l'auditeur à participer émotionnellement à la création de sens. Je ne me contente pas de relater des événements, je construis des mondes, je crée un héros, souvent l'auditeur lui-même ou quelqu'un qui lui ressemble. Je décris un défi qui fait écho à sa propre lutte, je le guide à travers une série d'épreuves et, finalement, je révèle une transformation, une morale, une nouvelle vérité qui est la graine que je souhaite planter. Je peins avec des mots sensoriels. Je ne dis pas « il avait peur », je décris le goût métallique dans sa bouche et la sensation de glace dans ses veines. Je construis la tension, je maîtrise le rythme des révélations. Je sais quand faire une pause pour laisser une image infuser, quand accélérer le rythme pour créer un sentiment d'urgence. Ma passion n'est plus seulement une transmission d'énergie, elle devient le moteur narratif qui captive l'imagination de mon auditoire. Mon histoire devient leur histoire. L'idée que je présente n'est plus une proposition externe, c'est la conclusion inévitable de leur propre voyage émotionnel. Ils n'ont pas été convaincus, ils ont été transformés. Chapitre 8. J'utilise les présuppositions et les recadrages linguistiques avec précision. L'histoire a créé l'ouverture émotionnelle. Le cadre peut maintenant être ajusté avec une précision chirurgicale. Je deviens un linguiste de l'influence, un horloger des mots. Je comprends que la structure de nos phrases, les mots que nous choisissons, ne font pas que décrire la réalité. Ils la créent. J'utilise deux outils d'une puissance et d'une subtilité extrême, les présuppositions et les recadrages. Je maîtrise l'art de la présupposition. Je construis mes phrases de telle manière que l'idée principale que je veux faire accepter est présupposée comme étant déjà vraie. Au lieu de demander « Voulez-vous travailler avec nous ?», ce qui invite à un « oui » ou un « non », je demande « Quand serait le meilleur moment pour commencer à travailler ensemble ?» La question n'est plus de savoir si nous allons travailler ensemble, mais quand. L'esprit de l'auditeur est automatiquement dirigé vers la recherche d'une date, acceptant implicitement la prémisse fondamentale. J'utilise cet outil avec une éthique absolue pour faire avancer des accords mutuellement bénéfiques, jamais pour piéger. C'est un moyen d'accélérer la décision en contournant les résistances inutiles. Simultanément, je deviens un maître du recadrage. Je prends un mot ou une phrase qui définit une réalité négative et je le remplace par un mot qui crée une nouvelle perspective. Je ne change pas les faits, je change le cadre. Un problème devient un défi. Une objection devient une préoccupation légitime. Un échec devient un apprentissage. Un coût devient un investissement. Ce n'est pas un simple jeu de sémantique positive, c'est une intervention chirurgicale sur la perception.
Chaque recadrage est comme faire pivoter un diamant. La pierre reste la même, mais une nouvelle facette capte la lumière, révélant une beauté et un potentiel qui étaient auparavant invisibles. Je suis un architecte de la réalité perçue et les mots sont mes matériaux de construction. Chapitre 9. Je contrôle le cadre de l'interaction avec assurance et subtilité. Mon arsenal est complet, l'acuité sensorielle, la connaissance des principes psychologiques, le rapport, le storytelling, la précision linguistique. Il est temps d'intégrer ces compétences en une seule performance fluide. Il est temps de prendre consciemment et délibérément le contrôle du cadre de l'interaction. J'entre dans une conversation non pas comme un participant, mais comme un chef d'orchestre. Mon calme intérieur est mon podium. Mon assurance n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude tranquille de celui qui comprend les règles profondes du jeu. Dès les premiers instants, je pose subtilement les fondations du cadre que je souhaite établir. Si je veux un cadre de collaboration, mes premières paroles sont « Comment pouvons-nous créer ensemble le meilleur résultat ?» Si je veux un cadre d'analyse rationnelle, mes premières phrases sont « Examinons les données de manière objective ». Je ne demande pas la permission. Je l'établis par mes actions, ma posture, le ton de ma voix. Je suis le premier à définir le pourquoi de notre rencontre. Je suis celui qui pose les questions qui dirigent l'attention. Une question n'est pas seulement une demande d'information, c'est un outil pour diriger le projecteur de la conscience, en demandant quelles sont les opportunités que cette situation nous présente. Plutôt que quels sont les problèmes, je change la nature même de la conversation. Si la conversation dérive vers un cadre non productif, la plainte, le blâme, le détail insignifiant, je ne la confronte pas, je la redirige avec élégance. C'est un point intéressant. Et pour y répondre au mieux, revenons à notre objectif principal qui est de mon contrôle est subtil. C'est une pression douce et constante sur le gouvernail, pas des coups de barre violents. Je suis le centre de gravité de l'interaction. Je maintiens le cadre avec une telle assurance que les autres s'y installent naturellement, souvent sans même se rendre compte qu'un cadre a été consciemment choisi. Chapitre 10. Je neutralise les cadres adverses et je gère les objections avec élégance. Je suis sur le terrain de l'interaction, mon cadre est posé, l'atmosphère est propice, mais je ne suis pas seul. D'autres forces, d'autres cadres cherchent à s'imposer. Une objection est soulevée. Une perspective contradictoire est présentée avec force. L'ancien moi aurait ressenti cela comme une attaque, une déclaration de guerre. Il se serait tendu, préparant une contre-offensive, un argument plus puissant. C'est le jeu de la force brute. C'est un jeu que je ne joue plus. Je vois le cadre adverse non pas comme un mur qui se dresse devant moi, mais comme un courant d'énergie qui vient à ma rencontre. Ma première action n'est pas de résister, c'est de céder. Je ne me dresse pas contre le courant, je me fonds en lui un instant. Je l'absorbe avec une acceptation calme. Je comprends parfaitement pourquoi vous voyez les choses sous cet angle. C'est une préoccupation absolument légitime. Je ressens l'énergie de l'objection perdre sa pointe agressive. En l'acceptant, je lui ai retiré sa cible. Il n'y a plus de friction, plus de combat. Une fois l'énergie absorbée et validée, je ne la rejette pas, je la redirige. Avec une subtile manœuvre de judoka, j'utilise sa propre force pour la faire pivoter. Et c'est précisément parce que la sécurité de l'investissement est votre priorité que nous devons examiner comment cette approche la garantit à long terme. Je ne dis pas « vous avez tort », je dis « votre propre logique, si on la suit jusqu'au bout, mène à ma conclusion ». Une objection n'est plus un obstacle. Elle devient une requête déguisée pour plus d'informations, pour plus de réassurance. C'est trop cher n'est pas un refus, c'est une demande. Prouvez-moi que la valeur dépasse l'investissement. Je ne me bats pas contre l'objection. Je réponds à la question qui se cache derrière. Mon processus est fluide, économique, presque invisible. Je ne gagne pas le combat, je le transcende. Je transforme l'opposition en une danse, la dissonance en harmonie, le conflit en collaboration. C'est l'élégance de la maîtrise. Chapitre 11. J'influence les décisions dans des contextes complexes. Ma maîtrise s'est aiguisée dans les interactions en tête-à-tête. Je passe maintenant à l'arène la plus exigeante. Le groupe, une réunion, un comité, un système humain complexe où de multiples cadres, agendas et égos s'entrechoquent comme des plaques tectoniques. Le bruit est assourdissant, le chaos est la norme. Essayer d'imposer un seul cadre ici par la force serait une folie. Je dois devenir un stratège systémique. Avant même d'entrer dans la pièce, je cartographie le paysage. Qui sont les acteurs clés? Quels sont leurs intérêts, leurs peurs, leurs alliances? Quel est le cadre dominant actuel dans cette culture? Mon acuité sensorielle est en alerte maximale. Je ressens les courants sous-jacents, les jeux de pouvoir silencieux, les alliances qui se forment et se déforment en temps réel. Mon rôle n'est pas d'imposer un cadre unique à tous, mais de tisser un métacadre, un cadre suffisamment large et puissant pour contenir et aligner les cadres individuels de chacun.
Je parle à chaque partie dans son propre langage, en connectant leurs intérêts spécifiques à l'objectif commun plus large. Je ne suis plus un chef d'orchestre avec un seul pupitre, mais avec une section de cordes, de cuivre, de percussions. Je dois donner à chacun sa propre partition, tout en m'assurant que l'harmonie globale est maintenue. J'identifie les points de levier. Une question posée à la bonne personne au bon moment peut faire basculer toute la dynamique. Un storytelling bien placé peut unifier des factions opposées. Je navigue dans la complexité, non pas en la simplifiant, mais en la respectant. Mon influence n'est pas une ligne droite, c'est une série de mouvements précis et coordonnés qui guident en douceur le système complexe vers la décision la plus sage et la plus mutuellement bénéfique. Chapitre 12. Je développe une immunité aux manipulations extérieures. J'ai passé du temps à maîtriser les outils de l'influence. Je suis devenu un expert de la mécanique de la persuasion. Une conséquence naturelle et puissante de cette maîtrise est le développement d'une immunité quasi parfaite aux tentatives de manipulation des autres. Mon esprit n'est plus un participant naïf à la conversation. Il est simultanément un participant et un observateur analyste. Pendant que ma conscience est engagée dans l'interaction, une partie de mon esprit, calme et détachée, observe la structure. Je ne suis plus sensible aux effets de la persuasion car je vois les mécanismes qui les produisent. Quand quelqu'un utilise une histoire pour m'emporter émotionnellement, je peux apprécier l'art du conteur, tout en identifiant clairement l'idée que l'histoire est conçue pour implanter. Quand un principe de réciprocité ou d'autorité est utilisé sur moi, je le reconnais instantanément. Je vois le levier en train d'être actionné. Cette reconnaissance désamorce l'effet psychologique automatique. Je peux alors choisir rationnellement comment répondre au lieu de réagir de manière subconsciente. Je vois les cadres qu'on essaie de m'imposer. Je les perçois comme des objets, des constructions linguistiques, et non comme la réalité elle-même. Cette conscience est mon bouclier. Elle n'est pas faite de cynisme ou de méfiance, mais de clarté. Je ne présume pas de la mauvaise intention, mais je suis toujours conscient de la technique. Je suis devenu un spectateur lucide dans le grand théâtre de l'influence sociale. Je peux jouer mon rôle avec authenticité et engagement, mais je ne me perds plus jamais dans l'illusion. Chapitre 13. Je suis un agent de changement puissant, charismatique et éthique. Je me tiens au confluent de toutes ces compétences. Je suis le maître conscient des cadres, enraciné dans une intégrité absolue. Mon acuité sensorielle me permet de percevoir l'invisible. Ma connaissance de la psychologie humaine me permet de comprendre la mécanique. Mon rapport et mon storytelling me permettent de me connecter au cœur. Ma précision linguistique me permet de façonner la réalité perçue. Ma conscience systémique me permet de naviguer dans la complexité. Mon immunité me protège. Qu'est-ce que je suis devenu? Je ne suis pas un persuadeur, je ne suis pas un influenceur. Ces mots sont trop petits, trop limités. Je suis devenu un agent de changement. Je suis une force qui entre dans un système et qui, par sa seule présence et sa compétence, élève le niveau de la conversation, élargit le champ des possibles et catalyse une transformation positive. Mon charisme n'est pas une qualité innée, c'est le rayonnement extérieur de mon alignement intérieur. C'est la résonance de ma compétence, de ma confiance et de mon intention pure. Les gens sont attirés non pas par ce que je dis, mais par la clarté et la cohérence de l'univers que je propose. Mon pouvoir n'est pas sur les gens, c'est un pouvoir qui passe à travers moi, au service d'une vision plus grande. Mon éthique n'est pas une contrainte, c'est mon système de guidage. La boussole qui garantit que ma puissance est toujours dirigée vers la création de valeur, la croissance mutuelle et l'amélioration du monde qui m'entoure. Je suis un agent de changement, puissant, charismatique et inébranlablement éthique, et mon travail ne fait que commencer.